Quid du Mage du Kremlin d'Olivier Assayas, qui est donc une adaptation du roman éponyme de Giuliano d'Ampoli, roman que tu as lu, Mathieu. C'est vrai. Donc c'est Olivier Assayas qui retourne aux États-Unis, ou en tout cas avec une sorte d'économie d'entre-deux, on va dire, dans la mesure où c'est financé par Pathé. C'est des acteurs hollywoodiens que sont Paul Dano et Jude Law qui va incarner Vladimir Poutine. Donc Mathieu, toi tu as lu le roman. Est-ce que tu saurais nous briefer le film un tout petit peu et son rapport au roman peut-être ? Oui, bah le roman et le film sont exactement la même chose. Enfin, le film est une adaptation vraiment littérale, exacte, à très peu de choses près. Dans mon souvenir, c'est vraiment presque exactement comme ça. Et tout simplement, c'est l'histoire en fait d'un homme de l'ombre du pouvoir poutinien, du régime russe, à la retraite, qu'au début du film, un écrivain américain, on imagine, vient tirer de son ermitage, un peu de son isolement, pour faire un entretien avec lui, qui va être en fait la structure du film. Tout le film ensuite sera le récit de cet homme qui a été un des plus proches conseillers de Poutine, conseiller plutôt à la communication. Il est question en fait dans le film, disons, de la manipulation des récits, la communication du régime de Poutine. Et voilà, c'est l'histoire en fait de 30 ans de vie politique russe, disons de la chute de l'Union soviétique, enfin de cette Russie des années 90 où Eltsine, un peu le règne, l'entrée fracassante, dévastatrice dans l'économie de marché, le règne des oligarques, et progressivement la montée en puissance de Vladimir Poutine, un ancien des services secrets qui est tiré qui est sollicité par certains oligarques et le pouvoir pour arriver à la direction du pays, et qui va donc y rester, comme on le sait très bien. Donc voilà, ça couvre en fait, disons, cette histoire jusqu'à en gros le début de... Jusqu'à 2016, combien ? Je sais plus. Ça s'arrête. Ça s'arrête au moment des JO, des JO de Sochi, 2014, je crois que 2014. Ouais. Et voilà. Et donc Paul Dano joue ce conseiller à la communication, Jude Law le Poutine. Et le livre, c'est vraiment la même chose, y compris d'ailleurs, parce que là je l'ai passé à la trappe, mais parce que disons ça n'a pas de poids dans le film. Enfin, je veux dire, c'est terrible tel que c'est fait, mais il y a aussi l'histoire d'amour, disons, avec cette jeune femme qui est jouée par Alicia Vikander, que rencontre Ksenia, ouais. Le personnage du conseiller s'appelle Victor, je crois, Victor Baramov. Non, je sais plus. Il n'appelle pas Vadim Baramov, c'est ça. Il rencontre une jeune femme dans la Russie des années 90, et ils vont un peu comme ça se tourner autour. Ensuite, elle va quitter sa vie pour choisir un autre homme. Ils se retrouveront ensuite. Voilà. Il y a en plus, disons, greffé très, je pense, de façon très déplacée, maladroitement, une histoire d'amour qui est présente dans le livre déjà, telle quelle, quoi. Telle quelle. Bon. Et tu me disais que le livre était déjà un petit peu, dans un équilibre plus ou moins précaire entre on va dire roman de fiction et essai politique. Non, mais c'est ça, parce que en fait Giuliano d'Ampoli, donc il a écrit, qui est un Italo-Suisse, je crois, donc qui a écrit ce livre en français, cela dit, c'est disons quelqu'un qui est spécialiste de questions de géopolitique, de sciences politiques, un peu du monde d'aujourd'hui. Il décrypte, il y a ce côté-là sans doute un peu médiatique chez lui, mais c'est un observateur, disons, du monde d'aujourd'hui, des pouvoirs de Trump, Poutine et compagnie. Et ce livre, c'est son premier roman. Auparavant, il écrivait des essais et il continue à le faire, je crois. Et donc, je pense à un livre qui est très faible sur le plan romanesque, sur le plan de la littérature, voilà, qui est plutôt intéressant, en termes d'analyse. C'est parce que c'est du coup l'histoire racontée du point de vue russe qui est chez nous censurée, refusée, etc. Donc, il y a une sorte de provocation dans le livre qui est présente. Mais la différence entre les deux objets, j'entends, c'est que le livre, je dis, même si paradoxalement, parce que le film est une adaptation, encore une fois, vraiment illustrative, très étroite du roman, mais c'est que le roman, il est très court et il se lit en quelques heures, en fait. Et le film qui adapte ça littéralement, au contraire, c'est un film du coup, qui dure 2h30, qui est interminable. Donc il n'a pas respecté cette espèce d'incisivité, de presque prise sur le vif, comme ça, quelque chose de rapide, un peu fulgurant que le livre, qui était l'un des rares intérêts peut-être de ce bouquin. Voilà. Mais je te posais cette question aussi parce que je trouve que cette origine littéraire, elle se sent assez pesamment dans le film, qui est un film qui est presque, on va dire, entièrement dirigé par le monologue du personnage de Paul Dano, donc du fameux mage du Kremlin, en voix off, qui est d'ailleurs un peu moins le personnage central du film que
son narrateur, parce qu'en fait lui a un rôle, c'est pas qu'il est inactif, mais disons c'est presque plus le film de Poutine à partir du moment où il se rend compte que son film à lui, où lui serait un personnage torturé dont on va suivre les évolutions. C'est un peu la porte d'entrée, le prétexte quoi, dans cet univers. Et donc le film est inondé vraiment de voix off, et on pourra en reparler, mais d'une certaine manière, soit de voix off, soit de dialogue qui prennent le relais un peu de la voix off, dans une espèce d'effet comme ça un peu logorique. Et je trouve que dès le début du film, on sent que la greffe va être assez difficile, enfin en tout cas la transition du livre à l'écran, puisque on doit en passer par ce personnage prétexte du journaliste qui lui-même expose ce qu'il fait en voix off pour rencontrer Paul Dano qui lui-même va enchaîner sur un film en voix off. Donc il y a cette espèce de double récit cadre extrêmement lourd, et qui à mon avis symbolise assez bien le fait que je pense que l'ancrage du film n'est pas tout à fait au bon endroit. Mais juste pour finir sur la voix off, je trouve qu'il y a, enfin, ça en devient presque comique à certains moments, le niveau de didactisme de cette voix off, quoi. Il y a littéralement une scène où je crois que c'est un moment où le personnage de Dano va voir Limonov, le rencontre, et Limonov lui fait une petite tirade comme ça sur son idée de la Russie. On le voit sortir du bâtiment un petit peu interloqué comme ça, et la voix off nous dit « Je sortais de ce rendez-vous extrêmement interloqué ». Voilà. Et tout le film en fait est sur ce mode-là. Le début c'est vraiment presque drôle, quoi. C'est-à-dire, donc c'est le personnage de Jeffrey Wright qui est ce journaliste américain. Il rentre dans un bar et on entend en voix off « J'avais rendez-vous dans un bar ». Et vraiment tout le film est un petit peu comme ça. Je trouve que c'est un film qui fait très très peu confiance à sa capacité à nous faire comprendre des choses par la mise en scène, et va vraiment... En gros, tout ce qui n'est pas dit n'est pas supposé compris par le public, quoi. Ben, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais le film a été coécrit par Emmanuel Carrère, qui est donc un grand romancier français, qui a notamment écrit Limonov. Peut-être... Et qui joue Limonov dans le film. Non, je crois qu'il joue un autre type. Il joue un autre gars dans une soirée étudiante. Ah oui, vous avez raison, c'est vrai. Mais donc on se demande dans quelle mesure est-ce que c'est une difficulté de s'éloigner du roman originel, ou aussi un réflexe d'écrivain de faire ça. Après, j'ai pas vu ce qu'il a pu réaliser. Je sais notamment qu'il a réalisé La Moustache avec Vincent Lindon, Emmanuel Carrère. Ah oui, ok. C'est lui qui a fait ça. Très drôle. Et donc, est-ce que ça vient de là? Peut-être, mais à la mise en scène, on sent qu'Olivier Assayas participe très activement à ça, parce que vraiment le dispositif filmique de chaque séquence, c'est un dispositif filmique très classique, de téléfilm en fait, qui est un peu celui du plan d'ensemble, puis champ contre champ. Et champ contre champ qui va avoir lieu avec une faible profondeur de champ. On va s'installer, c'est grossièrement ça, les deux personnages s'installent à une table, et bam, se mettent à parler, champ contre champ, faible profondeur de champ, donc on s'intéresse qu'à eux. Et en fait, à ce niveau-là, moi j'ai été très surpris par une chose, c'est que cette esthétique de la courte profondeur de champ et du focus sur le personnage, elle en vient à assassiner toute potentialité de monde qu'il y a autour d'eux. Alors qu'on est censé parler de l'effet de personnages sur le monde qui les entoure, notamment de la Russie, même si évidemment ils n'y ont pas tourné, donc j'entends qu'il y a aussi d'autres enjeux qui sont du style caché un peu, qu'on a dû tourner ça dans des pays d'Europe de l'Est plutôt qu'en Russie, mais quand vous êtes deux dans une chambre, vous pouvez quand même filmer un peu autre chose que juste la gueule des comédiens. Et le fait est qu'il y a plein de moments où je sens que le travail des décorateurs ou des accessoiristes a été fait de manière à travailler, on va dire, l'extérieur du visage du comédien. Par exemple, une séquence où deux personnages parlent un peu de Poutine, avec un cadre de Poutine derrière eux. Et on aurait pu sentir le regard un peu pesant et la présence permanente de ce politicien dans ces pièces. Sauf qu'en fait, il est flou, le cadre. Donc en fait, ça désamorce cette idée-là. Et je pense à une autre séquence du film où tardivement, Paul Dano examine les costumes potentiels pour les JO russes de l'époque. Les JO de Sochi. Exactement. Et on n'a aucun insert qui nous montre les costumes, quoi. Au bout d'un moment, le film se refuse de nous montrer toute chose, alors que, précisément, il a pour sujet la manipulation par l'image et les mots. Montre-nous des images, quoi, au bout d'un moment, parce que oui, ça veut dire quelque chose d'utiliser ces costumes-là. Je profite peut-être juste une incise, mais je trouve qu'on sent un peu... bon là, c'est un peu malheureux parce que c'est un reproche de production, mais
on sent un peu les contraintes du film en termes de, je sais pas, soit de budget, soit de où est-ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas filmer, mais tous les plans d'extérieur de la Russie sont ce qu'on appelle des stock footage, c'est-à-dire des images préexistantes que les boîtes de production achètent pour en avoir les droits et les mettre dans leur film. Mais je trouve que ça se sent terriblement, et il y a un côté un peu rafistolage, un peu cheap, qui est un peu malheureux, quoi. Bon, à la limite, ça c'est un reproche. Enfin, cela dit, a priori, il faut adapter la mise en scène aux contraintes, mais là, du coup, ça devient un peu criant, ce côté tourner un peu entre quatre murs, pas du tout sur le terrain des opérations. En fait, il y a deux choses. Il y a ça, comme tu le dis, donc un peu la non-véracité des images, et en plus, quelque chose de très terre à terre, je vais dire, qui est la langue, en fait, dans le film, parce que, mine de rien, ça a quand même un effet sur nous de voir un film qui parle de la communication linguistique de la Russie sans jamais entendre un seul mot de russe. Déjà ça, et en plus je sais pas si c'est parce qu'Olivier Assayas n'entend pas les accents de ses comédiens, mais Jude Law, autant il est très bon physiquement, il arrive vraiment à incarner cette sorte de bouche, cette sorte de poutine patibulaire, mais dès qu'il parle, il le fait avec un accent britannique à couper au couteau, donc forcément ça nous décale absolument, quoi. Et s'il y a une impossibilité de filmer là-bas, une impossibilité de filmer en langue russe, peut-être faire un autre film. Enfin, je sais pas, manifestement, t'as pas mal de projets, de potentialités, donc tu peux te dire, ce n'est pas une bonne idée. Je vais faire autre chose. En plus, juste pour finir sur la langue, mais le film est inconstant là-dessus, c'est-à-dire, il y a tout un tas d'écoles de ce genre de cas, soit la langue étrangère, soit il parle en anglais mais avec un accent, soit il parle en anglais et on accepte, et là c'est un peu tout à la fois, c'est-à-dire que certains des personnages secondaires font un peu un accent russe, il y a des images d'archives qui scandent le film et qui sont en russe, et du coup ça devient vraiment c'est d'autant plus étrange que vraiment les comédiens principaux ne parlent pas en russe, quoi. Je sais pas trop si c'est ça qui rentre en ligne de compte sur ce point-là, mais je sais que le film, pour parler très brièvement de sa production, il a été tourné à Riga, je crois, avec à part les acteurs américains, disons les têtes d'affiche, avec des acteurs essentiellement du coup lettons, il me semble, du coup. Voilà, je crois que c'est ça le cadre. Mais je veux dire, ça ne justifie absolument rien, parce que je suis d'accord avec toi, Luc, quand tu as dit, mais ce que vous avez dit tous les deux sur tirer en fait quelque chose en termes de cinéma, des contraintes qu'on a. Mais moi, ce qui me paraît le plus fou dans ce film, c'est que je me dis, mais pourquoi il le fait, qu'est-ce qui l'intéresse dans cette histoire? On a l'impression que le film il est vraiment nullissime et consternant, mais presque, je trouve franchement presque odieux. Faire un film comme ça sur un sujet aussi important aujourd'hui, je trouve c'est vraiment on dirait une pose un peu bourgeoise de dire voilà, je fais un film. C'est comme s'il avait besoin de se justifier, de dire j'ai fait mon film comme ça politique du moment sur le monde contemporain, mais je me suis dit mais c'est fou, comment c'est possible de faire un film sur ce sujet? On a l'impression que il nous parle, qu'il est daté, il est vieux, qu'il est pas du tout connecté avec notre époque. En fait, je me dis c'est tellement fou que c'est comme si le livre, qui est un livre pourtant transitif au sens où le livre, on sent qu'il dialogue avec le monde d'aujourd'hui, il réfléchit, et même qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on sent qu'il est en prise avec aujourd'hui, quoi, ce livre-là. Le film, pas du tout, alors que c'est paradoxal, parce que c'est vraiment une transposition littérale, mais au contraire, on a l'impression que le monde, tu en parlais plutôt, un monde à l'intérieur du film, mais même le monde d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'existe pas pour Assayas, et j'arrive même pas à m'expliquer comment c'est possible de à tel point manquer le coup, je voyais pas Poutine, il n'y a pas une seule image, j'ai l'impression de la guerre en Ukraine, c'est pas obligatoire, mais c'est comme si c'est pas écrit dans le bouquin, parce qu'il est sorti après le tout début de la guerre, mais il a été écrit avant, donc on le met pas, à aucun moment il s'est posé la question de je fais un film en fait sur la Russie contemporaine et pas un livre adapté de Giuliano da Empoli, et lui il a juste adapté un roman qu'il aime bien sans se demander ce que le roman, quel rapport il avait avec le réel derrière. Donc je trouve que c'est une opération extrêmement discutable et par ailleurs effectivement vraiment strictement nulle en termes de mise en scène. Mais c'est au sens il n'y a pas de mise en scène, je pense, dans ce film. C'est de la télévision, comme tu disais, du début à la fin, quoi. Microciné, tu dis dans le chat que d'habitude Assayas il accorde une grande importance aux aspects de la langue et de l'accent. Personnellement, je le connais pas, donc. Oui, pas très bien non plus, mais on te fait confiance. Ouais, voilà, tout à fait. Mais je pense qu'il y a aussi de ce que tu disais, Clément, tout à l'heure, c'est-à-dire que l'inconsistance générale fait que ça saute davantage aux yeux. C'est ça. Si tu dis tout le monde parle avec un accent américain,
tu rentres dedans. Mais si tout le monde a un peu un accent différent et tout, ça devient... Mais en fait, parce qu'au-delà de ça, il y a la langue, mais aussi ce qu'elle dit, enfin les dialogues, beaucoup sont tirés vraiment du roman, mais pour moi, le plus grand problème de ce film, c'est que le roman, je l'ai dit, il a une double dimension. Il y a un récit, disons, y compris même un récit romanesque, sentimental, très lourd et très, très dispensable. Mais il y a aussi beaucoup des passages vraiment plus essayistes d'analyse politique, quoi. D'analyse, c'est le conseiller en communication qui parle et qui explique les dynamiques, comment il voit les choses. Et ça passe par des réflexions d'analyse politique. Mais ce qui est fou dans ce film, c'est que ces réflexions-là, il les met dans des discussions... on pourrait dire au premier degré, au sens où il y a Poutine avec ses conseillers dans la salle, et au lieu de parler concrètement, je suis sûr qu'aucune des scènes qui se passent au Kremlin ou ailleurs ressemble à ce qu'on voit dans ce film. Enfin, il suffit de voir, des films de Bigelow pour comprendre comment se parlent les gens de pouvoir. C'est pas comme ça du tout, que ce soit dans une démocratie ou une dictature, peu importe. Là, les gens se disent vraiment... À chaque fois, ils disent... non mais on va tordre le fil dans un sens, dans l'autre, comme ça va renverser. Et tout est comme ça, c'est comme s'ils ne parlaient qu'à travers des punchlines. Le principe de la communication, c'est que le conseiller en communication, quand il parle avec Trump ou avec Poutine, il fait pas de la communication, il parle de la phrase qu'ils vont ensuite diffuser sur les réseaux sociaux, mais c'est pas ça qu'ils se disent eux dans leur bureau. Mais c'est fou qu'on pense que ce soit ça. C'est presque... Je trouve que c'est une représentation du pouvoir presque ridicule. Ouais. C'est... Je sais pas, pour moi c'est un film d'amateur, on dirait un étudiant qui pense comme ça, quoi. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est d'autant plus flagrant qu'on aurait pu se dire il a la voix off, il a les dialogues, il a une tonne d'espace pour parler. En fait, on aurait pu se dire ok, exit la mise en scène entre guillemets, on se focus sur les mots, quoi. Mais pas, il y a un truc où il fait usage que de métaphores, mais en fait à aucun moment il parle même d'un réel enjeu de pouvoir ou de jeu politique, quoi. Enfin, c'est typiquement cette idée du bâton qu'on tord dans un sens ou dans l'autre, à part la métaphore, il n'y a rien d'autre. C'est vraiment presque, j'ai envie de dire, d'habitude dans la littérature, les écrivains qui écrivent que par métaphore, mais sans jamais traiter de ce qu'il faut, c'est un écrivain pitoyable. Enfin, c'est des textes tragiques, parce que finalement, il n'y a rien. Le film, c'est ça. C'est un roman pitoyable. Ça, je sais pas, mais je veux dire, c'est l'adaptation d'un... Bon, bref, je me suis perdu, mais vous m'avez compris. Mais à mon avis, tout à l'heure, je parlais un peu du poids de cette narration. Je pense qu'il y a un problème presque de point de vue, en fait, dans le film où moi, je sens en permanence que c'est un film qui est raconté depuis une analyse qui a été formulée a posteriori, quoi. C'est-à-dire pour essayer de rationaliser pourquoi les personnages ont agi comme ils l'ont fait, et donc on met dans leur bouche des motivations parfois qui se situent à un niveau de je sais pas, on prend une décision du jour au lendemain, mais au nom de l'idéal de la Russie qu'on projette, enfin des choses complètement, comme tu as dit, pas du tout pragmatiques, qui reposent sur des problèmes concrets, des décisions à trancher, etc. Il y a une scène à un moment où il y a un sous-marin qui est effondré au fond de l'eau, et Poutine refuse d'intervenir. On a l'impression qu'il réfléchit à... je sais pas, il fait une sorte de jeu de société comme ça, il se dit ah oui mais dans 4 coups j'aurais besoin de ça, donc je peux pas le faire maintenant. Pas du tout une question par rapport à l'enjeu, la scène devient absurde, on comprend pas du tout pourquoi il réagit de cette manière là, et je trouve que ça donne la sensation qui est presque un peu discutable que en fait les personnages ne sont jamais agissants, mais ne sont que les vecteurs d'une histoire qui est déjà écrite, en fait. Comme si Poutine n'avait eu aucun... n'était que le produit de son époque, et que tous n'avaient aucun pouvoir de décision à aucun moment, et que ils étaient là pour faire un peu les pantins d'une histoire qui était figée dans le marbre, puisque c'est la logique du flot de l'âme russe, quoi. En gros, c'est un peu ça qu'on doit accepter, quoi. Mais âme russe d'autant plus insignifiante dans le film qu'on a parlé tout à l'heure du décor et de la langue, mais évidemment il y a aussi une question de mise en scène et de travail du rythme qui est hyper états-unienne. C'est presque pour ça en fait au début que j'ai dit un film américain, parce que naturellement tu regardes ce film sans regarder les crédits au générique, tu te dis c'est un film hollywoodien pur jus, quoi. Donc il y a vraiment une sorte de style, d'idée du cinéma hollywoodien qui n'est pas du tout adapté pour raconter celle d'un point de vue extérieur, ou en tout cas d'une âme, comme tu le disais, russe, quoi. Il y a des scènes à ce niveau-là, en gros, la première partie dans les années 80-90... Ouais, je crois que c'est ça. Plutôt 90, parce que c'est après la chute. Ouais. Qui sont une espèce de
un peu de pastiche scorsésien, mais c'est vrai. Qui, pour moi, est d'un niveau d'académisme franchement honteux, quoi. Je veux dire, combien de caméras qui serpentent dans des appartements, en fait, on va devoir se taper jusqu'à la fin des temps. Longue, la scène de la soirée, elle est même longue. avant ça, juste avant dans la même scène, mais il y a un ralenti vraiment sur des filles qui descendent l'escalier. Vous vous rappelez de ça? Un ralenti nu, vraiment pourri. C'est même pas significatif. Ouais. Il y a... Et tout le film avance comme ça d'académisme en académisme, et même tout à l'heure je parlais de l'utilisation d'images d'archives qui est un des clichés du film historique, mais du coup là qui est mobilisé alors même que elles contredisent le reste du film puisque c'est pas la même langue, quoi. Donc c'est presque l'automatisme avant le bon sens de la mise en scène, quoi. Et pour revenir sur ce truc des dialogues, mais là où je trouve le film pas du tout intéressant, mais les quelques moments où ça m'agace un peu, c'est que j'ai l'impression que ce que fait Assayas, c'est qu'en gros tout le film il le fait parce qu'il pense qu'il a quelque chose à nous expliquer de la Russie. Pas du tout. Tu parlais de Bigelow, qui est pas du tout une cinéaste pédagogique, qui est une cinéaste au contraire on va dire plus journalistique, au sens où elle nous montre ce qui s'est passé, et avec la mise en scène elle va pointer un peu les dynamiques sous-jacentes, mais l'idée c'est de fournir au spectateur la matière pour se faire son idée de ce qui s'est produit et des personnages, etc. Et là Assayas c'est vraiment l'inverse, recréer une matière documentaire qu'on aurait ratée sur le moment, quoi. Absolument, ouais. Et Assayas c'est vraiment la dynamique inverse, c'est-à-dire forcer un contenu je sais pas, presque de manuel scolaire, mais dans le sens le plus péjoratif du terme, sur les situations, sur les personnages. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un tel aussi continuum entre la voix off et les dialogues, c'est que la voix off sert à expliquer aux personnages du journaliste, mais donc à nous, comment ça s'est passé, et les dialogues prennent le relais de ça, et toutes les scènes, c'est Vadim, j'ai oublié son nom de famille, Baranov, qui explique à des gens ce qu'ils pensent de la Russie et pourquoi ils doivent agir comme ça, mais à tel point que à un moment il reçoit espèce de biker, je me souviens plus du groupe, il lui parle vraiment comme un gamin à qui lui dit tu vas faire ça parce que toi t'as rien compris, t'es idiot, mais moi je sais tout, quoi. Et tout le film, en fait, tous les dialogues cherchent comme ça à schématiser, et c'est pour ça que l'exemple du fil de fer est parlant, qui est en gros, pour resituer, mais une scène où le mage va dans un espèce de centre informatique, plein de trolls d'internet qui essaient de polluer les réseaux américains pour les influencer en pro-russe, et lui il va expliquer que en fait il faut pas influencer pro-russe, il faut dire à la fois pro-russe et anti-russe, et comme ça on génère de la confusion, quoi, en gros. Et il prend cette idée cette image de on va prendre un fil de fer, on le tord d'un côté, on le tord de l'autre, et du coup il casse, et voilà. Et pourquoi c'est symptomatique? Parce qu'il y a cette idée vraiment de trouver des petits modèles, des petits schémas, plutôt que de nous montrer les vraies situations, quoi. Et tout le film, c'est là où il est presque un peu irrespectueux vis-à-vis du public, quoi. C'est qu'il refuse à tout prix de leur permettre de penser par eux-mêmes. Il faut vraiment leur donner à la petite cuillère, quoi, les schémas, les modèles, les patrons du truc, quoi. J'ai envie de vous poser une question un peu vache vis-à-vis de ce que tu es en train de dire. Vas-y. Pourquoi est-ce que quand Adam McKay fait ça, c'est bien, et quand Assayas le fait, c'est pas bien? Déjà parce que c'est drôle chez Adam McKay, donc il y a aussi cette idée de tirer un peu dans Vice, c'est Vice notamment. Il y a cette idée déjà de tirer un peu l'histoire politique du côté de la comédie, et donc de s'amuser. Et puis il tourne en dérision sa propre explication aussi. Quand on voit la tour de Kapla, il y a une part ridicule, il se moque de tout le monde et de lui aussi dans ses films. Et puis d'ailleurs c'est des digressions, c'est pas l'essentiel de la matière des films, mais c'est pas ça. Donc. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux. On a les dialogues au premier degré qui sont... dans le cas de The Big Short, c'est parfois très très dur à comprendre exactement ce qui se passe, etc., des termes de banque, etc. Et donc les explications interviennent à la fois comme virgule comique, et donc il y a une partie effectivement d'explication, de vulgarisation, mais qui est là en tant que commentaire, quoi, pas en tant que matière brute. Mais c'est une très bonne question, mais je suis d'accord avec ce que dit Clément, et pour ajouter, en fait, la différence, c'est que chez McKay, ce sont explicitement des adresses aux spectateurs. Là, ce qui me paraît débile dans le film, c'est que il nous fait croire que Poutine et son conseiller à la communication, entre eux, ils se disent ça. En fait, ils se disent ça à nous en regardant la caméra. Ça devrait être des plans, des regards caméra dans tout le film. de Ryan Gosling. Entre eux, ce qui manque dans le film, c'est la part de réalité que filme Bigelow, que filme Frankenheimer dans Sur le chemin de la guerre, qui est un film
identique au sens où c'est pendant 3 heures uniquement des discussions, parce que c'est vrai que le pouvoir, c'est essentiellement des discussions, des repas d'affaires, des conseils d'administration. Mais par contre, les gens, ils se disent pas des punchlines qui ensuite servent à influencer l'opinion publique. Ça, ils le gardent justement pour la communication, et entre eux, ils se disent la vérité ou voilà, la réalité mécanique des problèmes. C'est ça qui manque. McKay, il s'adresse à nous, il parle avec nous. Oui, c'est une bonne remarque, parce que c'est vrai qu'il y a cette dimension volontairement explicative, etc., schématique, mais tu as tout à fait raison, il n'y a pas le contrat est tout de suite passé avec le spectateur, de dire de prendre cette distance, ce recul critique par rapport à voilà. On vous parle à vous, on sait que c'est, d'ailleurs il y a une scène dans The Big Short où à un moment les personnages disent je sais plus, il y a une histoire où les deux petits jeunes banquiers amènent un dossier, quelqu'un tombe dessus et ils s'arrêtent pour dire bon, ça s'est pas passé comme ça, mais là pour le coup la réalité ce serait trop compliqué, là c'est vraiment, donc on simplifie quoi, et il y a presque une espèce de contrat avec le spectateur de dire je te prends pas pour un idiot, mais c'est vrai que là c'est très compliqué et un peu voilà, inutile, c'est ça. Là, le mensonge dans le film, il n'y a pas de clarté sur ce que fait le film. Voilà. Pour conclure, j'ai envie de vous lire un extrait, l'extrait disponible sur Allociné que je t'ai lu, Clément, l'autre jour, Mathieu l'autre jour, qui est le texte du Figaro sur le film, un extrait 5 sur 5. 5 sur 5, c'est beaucoup, 5 sur 5. Texte, en tout cas... extrait de texte de Éric Nehoff, bien sûr, qui est rentré à l'Académie française, bien sûr. Beau film, oui, rapide et efficace, à l'américaine. 5 sur 5. Ouais, à l'américaine, quoi. C'est ça. Quelqu'un qui a une piètre opinion du cinéma américain aussi, peut-être. Ah, bah ouais. Du pur cinéma américain. Non, parce que du coup, s'il a mis 5 sur 5, c'est que pour lui, c'est parfait, tu vois. Si juste la toute fin du film est nullissime. Oui, c'est vrai. Il y a une espèce de twist de fin. Ah non. Qui est vraiment... qui n'est pas dans le roman, celui-là. Qui est un niveau... Non, mais on a oublié de commenter juste un tout petit truc très rapide en parlant de scène pourrie. Je me rappelle à un moment où Alicia Vikander disparaît et dit « Mais t'es où Xenia ?» Ah oui, T'as finalement qu'il la trouve sur le bord du lac. Aucun sens, qui sert à rien dans le film. Non, en plus, j'aime beaucoup parce que c'est nul, comme il a découvert que t'es juste derrière lui, il s'est pas retourné. C'est une blague, quoi. En plus, c'est lui qui traverse un pont, elle qui est derrière lui, absurde, qui disparaît dans son dos. Genre la caméra le filme comme un moment mystérieux. Oui. Mais du coup, ça veut dire que réellement, ce qu'elle a fait, c'est elle s'est baissée, elle est partie comme ça. Pour se cacher. Oui, c'est vrai qu'en plus ça n'a pas de sens réel. Enfin, je veux dire, c'est pas explicable dans la réalité. Ouais. Et par ailleurs, personnage vraiment catastrophique. Nulliste. C'est tragique. Négligé en fait. Elle est elle est là uniquement un peu comme point de repère du héros, quoi. C'est-à-dire pour prendre de ses nouvelles de temps en temps, et c'est terrible. Personnage, je dirais, un peu nolanien, quoi, de femme. C'est vrai. Ouais. Je pense que c'est juste parce que Elisabeth Debicki dans Tenet, elle est tout le temps sur un yacht, c'est pour ça que j'ai pensé.